À l'écoute de la radio Futur Média, il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. À l'écoute de Banjul dans la capitale gambienne, une délégation chef d'État de la CEDEAO s'est déplacée. C'est pour ramener à la raison Yaya Jammeh qui veut confisquer le pouvoir. Nous serons en direct de Banjul avec un de nos envoyés spéciaux. Une intervention militaire de la CEDEAO contre Yaya Jammeh. Cette éventualité fait l'objet de commentaires à Ziguinchor, nous dit Lamine Ba. Gouvernement, syndicat d'enseignants, deux versions différentes. Quand le grand cadre soutient que les autorités refusent de reprendre le dialogue, du côté du gouvernement, l'on ne veut pas entendre parler de rupture du dialogue. Il y a bien des avancées, soutient-on. Ces chiffres de l'ASBEF au Sénégal, 36% des jeunes filles font le planning familial et les 12% sont des élèves. Une étude que notre correspondant en banlieue dakaroise a décortiquée pour nous. L'actualité internationale, Georges Dekedio, bonjour. Bonjour Antoine. Quels sont les titres? Enfin, un nouveau gouvernement à Guinée-Bissau équipe rendue publique hier. On l'attendait depuis plusieurs semaines. L'assassinat de Norbert Zongo, c'était en 13 décembre, 18 ans aujourd'hui. Et aucune condamnation au Tchad, la peine de mort, abrogée, les mariages précoces interdits. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Antoine Diouf. Les titres sport avant le développement. Foot de plage, la CAN débute cet après-midi, donc avec les hostilités. Le Sénégal va en découdre avec le Maroc, un adversaire de taille que les Lions comptent battre. Vous les entendrez dans ce journal. Nous parlons aussi de la Ligue 1 qui reprend ses droits demain avec la 6e journée. Les compétitions aussi au MONU, nous y reviendrons. Et pour parler donc de la CAN de football prévue au Gabon, des menaces sur la tenue donc de cette compétition. Tous les médias publics au Gabon observent une grève générale illimitée. À suivre la chronique de Papa Sambakan comme tous les mardis. Et puis, point de vue reprend ses droits, tentative de confiscation du pouvoir en Gambie, que doit faire la communauté internationale face à Yaya Jammeh. Point de vue, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. La CEDEAO se déplace à Banjul aujourd'hui. C'est pour des discussions avec le président Yaya Jammeh qui conteste les résultats de la dernière présidentielle après avoir accepté dans un premier temps sa défaite face à Adama Barrow. Aujourd'hui donc, toute la communauté internationale demande au dictateur gambien de transmettre le pouvoir et c'est dans ce contexte qu'une délégation de 4 chefs d'État de la CEDEAO se rend à Banjul pour parler au président Jammeh. Nous avons en direct un de nos envoyés spéciaux dans la capitale gambienne, Mohamed Diop, bonjour. Bonjour Antoine. Que peut-on retenir pour le moment? Voilà ce que peut-on retenir pour le moment, c'est que les 4 chefs de l'État viennent de la Sierra Leone, Ghana, Nigeria et Libéria. Mais actuellement, ils ne sont pas encore là. Tout à l'heure, il y a à peine 30 minutes, j'étais sur la route donc de l'aéroport. La route est bien sécurisée. On voit donc des soldats et des policiers en armes et pour attendre donc l'arrivée de cette délégation. Donc pour l'instant, cette délégation n'est pas encore là. Mais en ce qui concerne leur programme, il y a 3 rencontres qui sont donc prévues. Il y a une première rencontre avec le président Yaya Jammeh qui n'est pas encore, et on ne sait pas encore ce sera quand, mais une autre rencontre est prévue à 14h avec le président élu Barrow. Après, il y aura une conférence de presse, donc cette délégation va faire face aux journalistes. Alors, en ce qui concerne de toute façon des attentes des populations, ici, pour certains à qui on a parlé, ils attendent impatiemment l'arrivée donc de cette délégation parce qu'ici, il y a une peur, les gens craignent à ce que la situation donc se dégénère en violence. Et pour maintenant les deux parties concernées, que ce soit Yaya Jammeh ou Adama ou Barrow, je pense que Yaya Jammeh donc tentera avec ces délégations de justifier sa dernière décision de faire recours à la Cour suprême. Mais hier, lors d'une conférence de presse de Adama Barrow, qu'est-ce qui s'était dit? C'est qu'il n'existe plus de Cour suprême en Gambie et que Yaya Jammeh qui a chassé les juges de la Cour suprême, donc il est impossible aujourd'hui de faire recours à une Cour suprême pour eux qui n'existe plus. Et pour Adama Barrow, je pense que l'essentiel, ce qu'il attend de cette communauté, de cette délégation, c'est
de gaz qui l'aide à tenter à convaincre Yaya Jammeh pour céder et laisser le pouvoir. Mohamed Diop, merci. On va vous retrouver donc. Nous allons vous retrouver dans l'édition de 13h. L'autre envoyé spécial de RFM Gambie s'est vu refuser l'accès en territoire gambien. Donc, Babacar Fall, qui a pourtant présenté tous les documents qu'on lui a demandé dans son ordre de mission. Au même moment, d'autres voyageurs traversent librement la frontière. La CEDEAO n'écarte pas une intervention militaire au cas où Yaya Jammeh refuserait d'obtempérer à Ziguinchor, région frontalière à la Gambie. On commente cette éventualité et chacun livre son point de vue. Correspondance Lamine-Ba. La CEDEAO n'écarte pas une intervention armée pour déloger Manu Militari, le fils de Kanilaï, au cas où la diplomatie coincerait sur une transition pacifique du pouvoir en Gambie. Mais cette éventualité fait peur aux Ziguinchorois que nous avons interrogés ce matin. Alassane, par exemple, estime que les populations sénégalaises habitant le long de la frontière paieraient les conséquences d'une telle option. Je ne pense pas que ce soit la solution. Je ne sais pas comment ils vont faire. L'intervention militaire, ça risque de toucher les populations. Et les populations casamançaises et la population gambienne. Nous avons tous nos parents en Gambie. Pour lui, on ne devrait pas arriver à ce stade où ce sont les armes qui parleraient. On ne va pas y arriver. Là, je ne pense pas. Ignace Ney, correspondant de la radio privée Sud FM dans la capitale du Sud, lui est d'avis que l'intervention militaire doit être la solution extrême. Oui, la solution militaire doit être le dernier recours, parce que vraiment il faut faire prévaloir la diplomatie. Il explique qu'une intervention militaire précipitée disperserait les forces du MFDC et compromettrait le processus de paix en Casamance. Les bases arrières des rebelles se trouvent juste dans ce pays, en Gambie, et en cas de situation militaire très compliquée, cela peut profiter également à ces bandes armées qui peuvent en tirer en tout cas quelque chose pour mieux faire compliquer la tâche, et ce serait regrettable pour le processus de paix en Casamance. D'autres ont des avis différents. Mokhtar Sané, par exemple, est favorable à l'utilisation de la force, car à ses yeux, c'est le seul langage que comprend le dictateur. On fait la règle du jeu. Tu insistes, on te fait sortir par la force, parce qu'on a tout fait. On a tout fait, tu as déclaré soi-disant qu'on t'a gagné. Tu ne peux pas te faire toi-même justice. Pour ou contre une intervention militaire en Gambie au fin de restaurer l'ordre constitutionnel, la question intéresse en tout cas de près les Ziguinchorois, car concernés aussi par les dégâts collatéraux qui pourraient naître d'une telle option. Lamine-Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM, vous nous suivez partout au Sénégal. Il est 12h08. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. L'accident de la circulation entre Koungheul et Koupentoum, le bilan s'est alourdi. 13 morts maintenant. Il y a 84 blessés achenés entre les structures de santé de Koupentoum et Tambacounda. Moussa Oumar Gueye. Il y a eu au total 84 blessés. Le centre hospitalier régional de Tambacounda en a reçu 25, dont 6 dans un état grave. Ces derniers souffrent de fractures et autres blessures. Ils ont été intégralement pris en charge. Selon John, le chef du service des soins infirmiers de l'hôpital, tous ces cas peuvent être traités au service des urgences de l'hôpital Tamba et par conséquent ne nécessitent pas une évacuation sur Dakar. Au-delà de la prise en charge des blessés, les forces de défense s'appellent autour de l'identification des 13 victimes dénombrées qui sont morts calcinées dans le bus. État de la cause de cet accident tragique, les témoins rappellent qu'il y avait un camion stationné sur la route nationale. Le bus qui roulait à vive allure est entré en collision avec le camion citerne. Pour rappel, une déviation est héritée par les gendarmes pour faciliter la circulation des véhicules sur ce corridor Dakar-Bamako. Radio Futur Média. 2 mois sans salaire, c'est ce que vivent en ce moment les professeurs contractuels, ce que dénonce le QSEMS, qui déplore par ailleurs le non-paiement des indemnités de baccalauréat et du BFM aux ayants droit. Que sont devenues les discussions gouvernement-syndicat d'enseignants? Le grand cadre dit que la partie d'en face refuse de reprendre le dialogue et plusieurs points ne sont pas encore satisfaits. Pour sa part, le gouvernement soutient qu'il n'y a pas de rupture du dialogue et qu'il y a bel et bien des avancées, même si les syndicalistes ne le reconnaissent pas, sauf Nana Tambaï. Plusieurs mois se sont écoulés depuis les longues grèves qui ont secoué l'école sénégalaise. Des négociations ont été entamées et aujourd'hui, le grand cadre évoque une interruption. Mamadou Lamine Dianté en est le coordonnateur. Il faut dire que le gouvernement est resté dans sa logique de refuser de dialoguer avec les syndicats d'enseignants.
enseignants. Malgré les efforts du Haut Conseil du dialogue social en début d'année, mais ce que nous pouvons dire, c'est que avec l'intervention des chefs religieux, il y a eu quand même quelques avancées que nous avions commencé à noter, mais depuis un certain temps, je crois que les choses sont revenues à l'état initial. La tutelle tient un autre discours. Les rencontres entre les deux parties sont fréquentes. Selon Mohamed Diagne, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Alors, le ministre de l'Éducation nationale reçoit les syndicats d'enseignants depuis Sali mensuellement. La dernière rencontre, c'était en présence des directeurs du budget, donc des finances, mais aussi de la fonction publique. Quand il s'agit de faire le point sur les revendications, Mamadou Lamine Dianté parle de plusieurs blocages. Les lenteurs administratives qui reviennent comme par le passé, les rappels qui sont en train d'être payés ne nous permettent pas aujourd'hui de savoir est-ce que l'ensemble de l'enveloppe a été mise à contribution pour payer les rappels. Pour ce qui concerne en tout cas les mises en solde, nous osons espérer qu'à la fin du mois de décembre, ils vont atteindre le quota des 10 000. Mais hormis cela, la question de la formation diplômante des enseignants n'a connu aucune avancée. La question du régime indemnitaire qui devait faire l'objet d'ouverture de négociations au plus tard en fin 2016 également et sans suite. Les lenteurs administratives sont en tête de liste. Mohamed Diagne balaye cet argument et donne sa version. De ce point de vue-là, on avait organisé une opération coup de poing et tout le monde s'en rappelle. Maintenant, sur les mises en solde, par exemple, le gouvernement avait, le chef de l'État avait mis sur la LFR 28 milliards. Donc, on a procédé à 1000 mises en solde par mois depuis. Sur les 10 000 qu'avait annoncé le chef de l'État. Les rappels d'intégration. Beaucoup d'enseignants en ont reçu. Sur la formation diplômante. Aujourd'hui, 4800 enseignants sont en train de subir cette formation dans les CRP. Sans compter la cohorte de l'année dernière qui se chiffre à 3000, qui vont bientôt subir l'examen de sortie. Pour le moment, tout est calme, mais des syndicats de l'enseignement préviennent. Des lenteurs dans l'exécution des engagements risquent de perturber cette année scolaire en cours. École Cheikh Touré de Guet-Ndar, un mois après que les jeunes ont saccagé le matériel sur place, tout reste à refaire. Et depuis lors, l'établissement n'a reçu que 150 tables bancs de la mairie. Cependant, les enseignements se déroulent normalement. En ligne de Saint-Louis, Mohamed Nabissila. À l'école Cheikh Touré de Guet-Ndar, les cours ont bien repris et les élèves sont même en test de positionnement. Les enfants sont donc en train de subir des tests de positionnement qui ont été donc commandés par l'IF en charge de la circonscription de Saint-Louis commune. Donc nous y sommes. C'est notre devoir de continuer à travailler comme d'habitude et nous y sommes. Ça entre dans le cadre normal du fonctionnement de l'école. C'est la raison pour laquelle tous les enseignants, comme vous l'avez vu, sont en classe pour cette tâche. Mais la seule école primaire fonctionnelle du quartier des pêcheurs porte encore les stigmates du passage des saccageurs du 12 novembre dernier, ajoute Cheikh Diong, enseignant responsable de la salle informatique. Dont j'ai la charge, il n'y a pas de problème. Pour le reste maintenant, comme je vous ai dit tantôt, nous attendons encore, c'est la situation qui est là, mais ça ne nous empêche pas quand même de travailler. Satisfait du don de 150 tables bancs de la commune, le comité de gestion de l'école se lance néanmoins à la recherche de moyens pour la réparation des portes, fenêtres et vitres endommagées. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Certainement, beaucoup d'entre vous ne le savent pas et si c'est le cas, sachez qu'au Sénégal, 36% des jeunes filles font le planning familial, les 12% sont des élèves et 11% des jeunes filles ont découvert la sexualité avant l'âge de 15 ans. Ces chiffres sont de l'ASBEF Saluso. Un fait qui fait peur. La couche juvénile est sexuellement active et regrette le chargé de l'information, de l'éducation et de la communication par rapport à la santé de la reproduction adolescents et jeunes à l'ASBEF, Antoine Mendy. La population sénégalaise, beaucoup de 54% c'est composé de jeunes et que c'est un nombre que les autorités doivent alerter et dire stop. Plus de 11% ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. Donc ce qui est extrêmement difficile. Infanticide, avortement clandestin, grossesse précoce et grossesse non désirée sont les résultats d'un tel comportement de la jeunesse. Faute d'abstention, les jeunes filles célibataires se rabattent sur la planification familiale. Les jeunes yi nga xam ne ni ñooy def ci planification familiale dafa ragal dem na ba
dépasse 34 à 36%. Le tiers de ce pourcentage est issu du milieu scolaire, précise Antoine Mendy, chargé de l'IEC à Asbef. 12% de ces jeunes-là sont des élèves. Et que ces élèves-là, parfois, si vous les questionnez, ils disent que c'est le seul moyen pour pouvoir subvenir à leurs besoins de scolarité. Chez nous, on ne peut pas les qualifier directement comme des prostituées. La prostitution déguisée prend ainsi des proportions inquiétantes. Pour faire face, les causeries, forums et sketchs sont multipliés dans les milieux jeunes. Nous représentons plus de 50% de la population. Nous devons tenir à notre éducation pour développer notre pays. Salissou Pikine, Radio Futur Média. L'actualité internationale. À 12h15, l'on reparle de la Gambie-Georges de Tchédjab. Les médiateurs de la CEDEAO sont arrivés à Banjul. Ils sont arrivés il y a un instant, c'est ce que rapporte BBC. Les 4 chefs d'État du Libéria, du Nigeria, du Ghana et de la Sierra Leone veulent convaincre Yaya Jammeh de céder le pouvoir dans la paix. Guinée-Bissau, enfin, un nouveau gouvernement, on l'attendait depuis plusieurs semaines. C'est hier dans la soirée que le Premier ministre a rendu public la liste du nouvel attelage Noa Mankali. L'annonce du décret présidentiel est venue quelques jours avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévu pour le 17 décembre prochain, dans lequel le médiateur de la crise bissau-guinéenne annoncera le rapport final de la table ronde de Conakry. Le gouvernement composé de 37 membres, dont 24 ministères et 13 secrétaires d'État, doit prêter serment ce mardi. Le nouvel exécutif a le retour de certains anciens politiciens, en particulier Nando Vaj occupant le dossier du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Victor Mandinga le dossier du commerce et de la promotion des entreprises et Carly Toukbaré au ministère de la Santé. Pour la coordination des domaines économiques et financiers, il a été nommé Jean Aladji Mamadou Fadia, jusqu'à présent directeur national de la BCEAO, qui occupe le dossier de l'économie et des finances. Le ministère de l'Intérieur continue d'avoir la confiance de Botche Kandé, qui a été reconduit dans ses fonctions en tant que ministre de l'Intérieur, et Florentine Mendy Freira à l'énergie et l'industrie. Cependant, le deuxième chef après le chef du gouvernement, Oumar Sissoko, la présence féminine est encore illimitée. L'exécutif n'a pas de femmes qui occupent le portefeuille ministériel et seulement 4 femmes, toutes d'entre elles occupent le dossier du secrétariat d'État. Le gouvernement du Premier ministre Omar Sissoko Mbalo a un total de 37 portefeuilles. Voici la répartition des différents portefeuilles. Le Parti de Rénovation Sociale PRS, deuxième force politique avec 14 portefeuilles. Les 15 députés expulsés du PAGC ont 8 portefeuilles. Une aile du PAGC, 4. Le PCD, Parti de la Convergence démocratique, 2. Le PND, 2. 4 portefeuilles sont attribués au président de la République et 2 autres au Premier ministre. Les 18 autres partis de l'opposition, mais sans siège au Parlement, ont un seul portefeuille. Maintenant, la survie de ce gouvernement de Oumarou El Mokhtar Sissoko Mbalo dépendra de l'approbation de son programme au Parlement, puisque le PAGC majoritaire à l'Assemblée nationale populaire a refusé de faire part de cet exécutif d'Omar Sissoko. Nouaman Bissau, RFM. Mankali, nous nous rendons au Burkina Faso, le Burkina qui se rappelle le journaliste Norbert Zongo tué en 1998, c'était le 13 décembre. Mais jusque-là, aucune condamnation suite à cet assassinat. Jean Maron. Revoilà le dossier Norbert Zongo. 18 ans après l'assassinat du journaliste, les Burkinabés attendent toujours la lumière sur cette affaire. L'association des journalistes du Burkina Faso pose beaucoup de questions sans réponse. Certains demandent même si aujourd'hui encore, des personnalités n'auraient pas intérêt à laisser traîner le dossier. Quelques mois après la chute du régime Compaoré, le dossier avait pourtant été relancé et l'an dernier, 3 personnalités ont été inculpées. Mais à l'étape actuelle, les choses n'avancent presque pas. Sur RFI, l'avocat de la famille Zongo pense que ces 3 soldats ne sont que des exécutants. Je ne vois pas un simple militaire prendre sur lui d'aller assassiner un journaliste, souligne-t-il. Selon lui, il faut que la justice cherche les commanditaires et des noms sont cités. D'abord, François Compaoré, l'avocat du journaliste, souhaiterait qu'un mandat d'arrêt soit lancé contre le frère et conseiller de l'ex-président en exil au Bénin. Autre absent de la procédure judiciaire, Gilbert Gendéré, qui était alors chef de la garde présidentielle. Il est déjà inculpé pour complicité d'assassinat de Thomas Sankara, mais il n'a jamais été entendu par la justice dans l'affaire Norbert Zongo. Aujourd'hui, des proches du journaliste, à l'image de Gezuma Sanogo,
président de l'association des journalistes du Burkina Faso, s'impatiente. Nous sommes exaspérés de voir que même après la création d'un environnement favorable avec la chute du régime Compaoré, les choses traînent toujours. Abrogation de la peine de mort au Tchad. C'est suite à l'adoption par l'Assemblée nationale d'une réforme du code pénal. C'était hier. Le nouveau texte prévoit l'abrogation donc de la peine de mort et l'interdiction des mariages précoces. Le nouveau code remplace celui de 1967. Une précision cependant, la peine de mort est abrogée sauf pour les cas de terrorisme. Au Gabon, le rapport de l'Union européenne dénonce des anomalies lors de la présidentielle. L'Union européenne a maintenu ses critiques quant aux résultats de la présidentielle qu'elle estime toujours entachée d'irrégularités. Le document indique que ces anomalies mettent en question l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l'élection. Le prochain secrétaire d'État des États-Unis connu. Donald Trump a choisi Rex Tillerson, PDG de ExxonMobil, l'une des entreprises dégageant le plus de bénéfices au monde. Rex Tillerson est âgé de 64 ans selon RFI. Il connaît personnellement le président russe Vladimir Poutine. Il devrait donc être chargé de normaliser les relations entre Washington et Moscou. Et pour terminer, la Malaisie qui a un nouveau roi, le sultan Mohammed V a été intronisé. C'était au cours d'une cérémonie en grande pompe au palais national à Kuala Lumpur, le 15e roi. Il a prêté serment en présence d'une myriade d'invités parmi lesquels le premier ministre Najib Razak, le nouveau roi donc de Malaisie, le sultan Mohammed V, est âgé de 47 ans. Georges Detchediop, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Tentative de confiscation du pouvoir en Gambie, que doit faire la communauté internationale face à Yahya Jammeh? Le débat du jour, c'est dans quelques minutes. Rebonjour, cher Tidjane. Le football de plage avec les Lions à la chasse d'un 4e titre au Nigeria. Déjà, un adversaire de taille cet après-midi à Lagos, un adversaire que les Lions connaissent assez bien. Il s'agit du Maroc pour l'avoir croisé à plusieurs reprises. Le capitaine et portier de l'équipe, Alseyni Ndiaye, s'est interrogé plutôt par Sodakam. Nous l'écoutons pour plus de précisions. Bien, on connaît bien cette équipe du Maroc. Bon, on a eu la chance de les rencontrer l'année dernière. Récemment, on les a vus jouer contre la Côte d'Ivoire 2 matchs amicaux. Mais ils sont forts. Maintenant, ils ont beaucoup plus de progression. Mais nous, on ne calcule pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est notre jeu. On viendra, Inch'Allah, imposer notre jeu. Comme d'habitude, c'est toujours bien de démarrer par une victoire dans une compétition. Ibrahim Ndiaye Chita, manager général de l'équipe, sur en tout cas comment faire pour remporter ce premier match, car pour lui cela peut être bénéfique pour la suite. Nous l'écoutons toujours, Ibrahim Ndiaye Chita, des propos toujours recueillis par Sodakam. D'après les informations que j'ai pu glaner au niveau du net, il n'y a pas tellement de changements par rapport même aux joueurs. Et nous aussi, on a beaucoup aussi travaillé. Et regardez aussi les matchs qu'on a eu à livrer contre le Maroc et Madagascar. Et ils ont l'habitude de jouer, surtout comme des Européens. Ça, c'est une habitude. Donc, vous voyez la proximité qu'il y a entre le Maghreb et l'Europe. Ils ont l'habitude de jouer ce but qui est vraiment différent de celui qu'on joue en Afrique. En général, en Afrique, les buts se jouent régulièrement au sol. Hein? Et eux, ils ont des fois l'habitude de soulever le ballon. Donc, ils ont ce tas-là. Et puis, par rapport aussi aux Européens, c'est la même chose. Donc, sur le plan physique, si vous mettez l'impact qu'il faut, ils seront obligés de lâcher. Et je crois que ça, c'est une faiblesse par rapport aux Marocains. Mais le point fort, c'est qu'ils ont des joueurs qui sont des professionnels, qui jouent en Europe. Certes, ils ont des techniques sur lesquelles nous allons beaucoup parler aux gosses pour leur dire vraiment de ne pas leur donner l'occasion quand même d'exercer certaines actions de jeu qui peuvent nous être vraiment pas du tout à notre avantage. Hein? Mais
D'après ce que j'ai vu, hein, c'est pas tellement beaucoup les vidéos. Je crois que vraiment sur le plan défensif, ils sont un peu faibles. Et puis ils ont des défenseurs qui ne bougent pas beaucoup. Et là, comme on est sur du sable aussi, on va demander vraiment aux gosses au moins de les bouger. Et là, je crois que ça va nous permettre au moins de mettre sur orbite aussi les autres qui vont venir. Sénégal-Maroc donc cet après-midi à 16h30 GMT pour une entrée en matière de nos lions de beach soccer, Antoine. Le football cette fois-ci sur la pelouse, reprise de la compétition demain. Avec la 6e journée, le stade Demba Diop accueille deux rencontres à 15h30 ce mercredi. Union sportive de Ouakam se mesure au Niambour de Louga, mal en point puisque relégable. Juste après, le Jaraaf, co-leader, croise le stade de Mbour à Ziguinchor. Le Casa Sport dans le peloton de tête fait face au promu Guédiawaye Football Club. La Linguère de Saint-Louis dans le bas fond du classement joue à Douane. Le champion en titre, Union sportive de Gorée, est à Amadou Barry face à l'autre promu, Teungueth FC. Le leader, Niary Tally, est à Caroline Faye au Monu, Mbour Petite Côte. Mais avant, le duel des centres de formation entre Diambar de Sali et Génération Foot de Denis Biramdao. Mouvement d'humeur au Gabon à un mois du début de la CAN de football. Tous les médias publics observent une grève générale illimitée. Les journalistes et autres communicateurs crient au scandale par rapport aux arriérés de salaire et autres mauvaises conditions de travail. Le point à Libreville avec Yves-Antonio Ogola. Depuis bientôt une semaine, tous les programmes de Radio Gabon, Gabon Télévision, Africa numéro 1, la radio africaine, et l'agence gabonaise de presse, tous les programmes sont perturbés. La Fédération des syndicalistes de la communication et de la culture ainsi que des arts, qui rassemble 3 syndicats, a lancé une grève générale illimitée. Jean-Félix Ngaouin est le porte-parole de cette centrale syndicale. À Gabon Télévision, Africa numéro 1, Gabon Matin, AGP, il y a des arriérés de salaire qui vont de 5 à 6 mois. C'est inacceptable en cette période de rentrée scolaire pour des mères et pour des pères et mères de famille que nous sommes. Il y a des problèmes matériels. Moi, je comprends que dans une télévision nationale, il manque de matériel de reportage. Il y a le problème du statut du communicateur, hein, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas réellement défini par manque d'une convention collective secteur communication. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilebinze, travaille pour trouver des solutions. Mais sa méthode n'est pas appréciée par les communicateurs. 3 commissions sont mises en place pour le paiement des arriérés de salaire, le statut des journalistes et une autre commission qui va se pencher sur l'achat du matériel. Yves-Antonio Ogola, Libreville, RFM. Voilà, Yves-Antonio Ogola, merci. Antoine, c'était le dernier élément de ce journal des sports. Sartidiane Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. Chronique du jour, Papa Sambakan. Nous allons parler ce coup-ci de ce que dans notre jargon de journaliste, nous appelons le droit de réponse, qui est partie intégrante des outils éthiques et déontologiques que nous devons traiter avec le plus grand respect pour exercer dans la plénitude professionnelle notre métier. C'est d'ailleurs aussi, et le mot droit qui entre dans sa composition le suggère déjà, un outil juridique qui peut faire basculer un procès pour divers délits de presse. Il s'agit du droit pour un homme ou une femme concerné par un article de presse dans lequel, en personne ou ès-qualité, leur sont imputés des faits ou paroles, de répondre au dit article dans les mêmes formes si tel est leur souhait. Le traitement de cette réponse est codifié et n'est donc pas laissé à l'entière appréciation des responsables de la rédaction du journal, de la radio ou de la télévision mise en cause. Ces derniers disposent cependant d'un moyen, la note de la rédaction, cette fameuse NDLR, leur permettant de répondre à la réponse. Destinée à apporter des précisions, s'il en est, beaucoup de rédactions en ont fait une arme polémique contre les bénéficiaires du droit de réponse dans un combat pourtant déjà inégal en plusieurs points entre les professionnels de l'information et, on va le dire comme ça, les usagers des médias. Du coup, cette NDLR est devenue un cauchemar pour quiconque s'avise d'user de son droit légal de répondre ou parfois juste apporter un éclairage sur une information qui le met en cause. Vous me pardonnerez, chers auditeurs, une personnalisation que je crois nécessaire de l'objet de cette rubrique. Ce droit de réponse, et je parle sous le contrôle de tous ceux avec qui j'ai travaillé depuis que j'ai commencé à avoir des responsabilités dans une rédaction, et on peut dater ça de 1987 avec le Cafard Libéré, je lui ai personnellement toujours conféré une sorte de sacralité. Les lecteurs de ce regretté canard se souviennent sûrement du caractère laconique de nos NDLR, généralement réduite à cette expression bien connue, dont acte pour dire nous prenons acte de votre réponse. Les opinions, les conseils de notre pays, je pense. Très bien. Merci. Excellence, salut. Si c'est ancien ambassadeur du Sénégal en Gambie,
Merci d'avoir donc donné quelques réponses à nos questions. Nous aurons en ligne dans quelques instants Madame Fatou Diagne Senghor, directrice régionale de l'ONG Article 19, sur la situation en Gambie. Que doit faire la communauté internationale face à Yahya Jammeh qui veut ou qui tente de confisquer le pouvoir? Vous avez la parole. Alors, c'est Maître Hassan Diomandiaye qui intervient. Bonjour Maître. Oui, bonjour Antoine. Alors, vous êtes à la tête de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Qu'attendez-vous de la communauté internationale face à Yahya Jammeh? Oui, naturellement, nous l'avons déjà rappelé, nous sommes dans un monde globalisé avec des modèles d'action, avec des conventions internationales, avec un ordre international bien déterminé. Et en pareille circonstance, on a vu qu'il y a des jurisprudences, notamment au niveau du Conseil de sécurité, et également en vertu de l'article 7 de la Charte des Nations Unies. Et quand il y a rupture de la paix et qu'il y a menacé la paix mondiale, évidemment, la communauté internationale a le droit de réagir. Et surtout, la notion de responsabilité, la notion de protéger, la responsabilité de protéger et le devoir d'ingérence sont aujourd'hui des principes qui sont acquis. Quand des citoyens sont menacés, surtout un président qui vient d'être élu démocratiquement, quand des populations civiles sont en face à des forces de défense et de sécurité super armées, évidemment, la communauté internationale ne peut pas rester insensible. Maintenant, au niveau de la CEDEAO, c'est là où nous avons vraiment des appréhensions, parce qu'aujourd'hui, le temps est le meilleur allié de M. Jammeh. Et on a vu qu'en pareille circonstance, la CEDEAO n'a jamais pu en tout cas, avoir des résultats concrets en matière de crise au niveau de la sous-région. L'Union africaine également n'a jamais pu réunir en tout cas des forces d'intervention rapides ou en tout cas faire des actions décisives en matière de négociation. C'est vrai que sur le plan symbolique, ni la CEDEAO ni l'Union africaine ne peuvent rester en reste, oui. Mais je crois qu'aujourd'hui que le Sénégal a saisi le Conseil de sécurité, je pense que les balises sont déjà tracées pour une prise en charge correcte de cette situation. Et justement, comment la communauté internationale doit intervenir? Il faut aller vite ou bien il faut quand même laisser la place un peu à la diplomatie, comme ce qui est en train de se faire aujourd'hui? Oui, je pense que dans toute crise, il faut nécessairement une phase de négociation, aussi brève soit-elle. Et cette phase de négociation est évidemment corrélée avec des mises en garde. Le Conseil de sécurité, les Nations Unies ont déjà adressé une mise en demeure, c'est-à-dire à Yahya Jammeh céder le pouvoir au plus vite. Ça, c'est une mise en demeure. C'est un processus, c'est des jalons. Et maintenant, si cette affaire restait sourde, et bien entendu conjuguée avec les initiatives de la CEDEAO, et la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, n'aurait d'autre voie que de convoquer d'urgence une autre réunion et de prendre cette fois des résolutions avec des mandats déterminés, y compris l'usage de la force. Ça, c'est l'ordre international qui marche comme ça. Mais je suis d'accord qu'il faut au moins cette étape de négociation, mais il ne faut pas s'enliser dans cette négociation. Il ne faut pas que la crise s'enlise. Aujourd'hui, le plus grand danger pour les populations civiles, aujourd'hui, c'est une crise qui s'enliserait, et ça, on doit en tenir compte. Il ne faut pas donner l'impression que M. Yahya Jammeh détient le pouvoir, et plus il est là-bas, plus les populations, l'appareil militaire aura le sentiment qu'ils sont les maîtres du jeu, et ça, c'est le plus grand danger aujourd'hui. Très bien, merci, Maître Hassan Diomandiaye. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. On va quand même boucler avec, Fatou Diagne Senghor du côté de la réalisation. On boucle avec la directrice régionale de l'ONG Article 19. Si Fatou Diagne Senghor est en ligne, on va terminer, avec elle. Voilà, on va donc boucler cette fois-ci avec la météo. Un temps ensoleillé va prédominer sur une bonne partie du pays au cours des prochaines 24 heures. La sensation de chaleur sera moins intense sur l'ensemble du territoire avec des pics de température qui vont varier entre 28 degrés à Dakar et 32 à 37 sur les localités
de l'Intérieur, la fraîcheur nocturne et matinale sera admise sur le pays, notamment sur les régions nord et centre où les températures minimales tourneront autour de 17 degrés. Fin de cette édition, je vous rappelle les titres. Antoine Diouf. À l'écoute de Banjul, dans la capitale gambienne, une délégation de chefs d'État de la CEDEAO s'est déplacée. Elle vient d'arriver. C'est pour ramener à la raison Yahya Jammeh qui veut confisquer le pouvoir. Une intervention militaire de la CEDEAO contre Yahya Jammeh. Cette éventualité fait l'objet de commentaires à Ziguinchor. Et puis, gouvernement, syndicat d'enseignants, deux versions différentes. Quand le grand cadre soutient que les autorités refusent de reprendre le dialogue, du côté du gouvernement, l'on ne veut pas entendre parler de rupture du dialogue. Il y a bel et bien des avancées, soutient le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, réalisation El Hadj Daouda Diouf, 13h, Barthélémy Ngom. Tout de suite, c'est Dialgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.